Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et en tout cas, ça va être difficile de faire 4 vols dans notre vie pour faire du grand reportage, puisqu'aujourd'hui, nous avons la grande reporter pour Libre Média, Anne-Laure Bonnel, qui est avec nous dans ce face-à-face à 13h10 sur Sud Radio. Bonjour Anne-Laure Bonnel. Bonjour à tous. Alors Anne-Laure Bonnel, on s'est rencontrés déjà, vous êtes déjà venu et toujours avec plaisir dans l'émission et à Sud Radio. C'était à propos d'un reportage dans le Donbass, d'un film que vous aviez fait sur le Donbass à l'époque. Et je voudrais savoir, parce que vous avez quand même sillonné, je ne dis pas tous les continents, mais pas mal de continents. Vous êtes jeune, et qu'est-ce qui vous a amené, effectivement, à aller sur le terrain, alors que vous auriez pu faire, je ne sais pas moi, des mondanités, mais c'était pas votre truc, ça, les mondanités. Ah oui, les mondanités, non, c'est pas trop mon truc. Mais qu'est-ce qui m'a amené là ? Et écoutez, je pense que pour beaucoup d'entre nous, si peu osent le dire, près de micro. Une grande part de hasard. J'ai 15 ans d'enseignement derrière moi. J'ai commencé en 2007 comme chargée de cours à l'université de la Sorbonne à enseigner l'écriture de films documentaires, oui, l'écriture de films de fiction. J'ai continué à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et à l'ESJ Paris, où là, je suis rentrée dans des masters pour y enseigner l'écriture documentaire, journalistique, etc. Dans ce microcosme de l'enseignement dans lequel je me suis retrouvée par hasard. Alors là, c'est pas pour me vanter, mais étant sortie major de ma promo, on m'a proposé une place, ce qui m'a ouvert les portes de l'enseignement. Eh bien, j'ai rencontré de plus en plus de monde, investi dans des boîtes de production qui m'ont proposé des projets. Je me suis intéressée à la guerre et je me suis retrouvée ensuite sur les zones dont vous parlez, qui sont plutôt... Sur les zones de guerre, vous êtes trouvé sur les zones d'affrontement. Sur les zones d'affrontement, oui. Ouais. Les zones d'affrontement diverses et variées. J'ai d'abord donc travaillé sur... Ça a été, vous avez commencé, oui. Le premier et le plus délicat, c'est le Donbass en 2014, sur lequel je travaille suite à une émission que j'avais remportée haut la main auprès de France 4, une émission qui reposait sur l'élection par le public du programme télévisuel qu'il voulait voir à la télé. D'accord. C'est mon programme qui s'appelait Lazarus lève le voile, produit par Black Moon Productions, qui avait remporté le concours. Et à ce moment-là, pour des raisons un peu obscures, ce programme n'a pas pu voir le jour, bien que le public a voté pour lui. Et entre-temps, j'avais été remarquée par certains Ukrainiens qui m'ont proposé, étant donné que je m'intéressais déjà au décryptage de l'actualité et des guerres, parce que c'était un des chapitres que je traitais dans ce projet. Donc ça a été le Donbass, vous disiez. Ils m'ont emmené dans le Donbass. Mais c'était au moment, effectivement, de Maïdan, du coup d'État de Maïdan, etc. C'était au même moment. Alors, on est à peu près dans le même moment. C'est quelques temps après Maïdan. C'est vraiment le début de la guerre que je qualifie, et ça n'engage que moi, mais on est quand même assez nombreux à s'y reconnaître. Hein. Je pense notamment à Védrine ou voilà, de guerre civile. Et là, ce sont les débuts à Slaviansk. J'arrive dans une zone dont je sais très peu de choses. Et ça bombarde un maximum. Mais ce que vous devez savoir, André, c'est que je n'étais pas du tout prévu pour réaliser ce film. Ah d'accord. Ce qui devait se faire, et ça se fait généralement comme ça à la télé, un réalisateur plutôt connu devait prendre la réalisation. Et vous devez être journaliste, vous étiez le journaliste. Non, on m'a dit, Anne-Laure, tu pars sur la zone, tu vas voir ce qui se passe, et puis tu reviens. Ah, tu repères. Et tu fais du repérage. Voilà, et tu écris un dossier pour qu'on obtienne du financement. Et quand je suis rentrée avec les images, ça bombardait tellement que le réalisateur qui avait été donc crédité pour ce film a dit, écoute Anne-Laure, je suis un peu âgée, ça pète beaucoup, on s'y attend pas, on va arrêter le projet. Et j'ai dit, écoutez, moi je me sens d'y aller. La production avait apprécié à l'époque mes images, et je me suis retrouvée donc là par hasard. Et
Et vous êtes resté ça a pris du temps de faire. Et ça prend du temps parce que je ne suis pas dans l'actualité et je n'instaure pas de hiérarchie entre l'actualité et le cinéma documentaire, mais c'est pas le même travail. Donc j'y suis allée 3 fois entre 2015 et toute l'année entre 2014 et 2015, je suis restée entre une vingtaine de jours en moyenne, et j'ai pu constater l'évolution dans les 2 oblasts qui sont devenus connus maintenant, la Donetsk et Lugansk, Donetsk et Lugansk, qui sont devenus aujourd'hui tristement célèbres. Oui. Et donc j'ai filmé cette guerre dont on ne parlait absolument pas. Dans les médias, parce que la presse écrite avait quand même fait à minima son job. Oui. On s'en parle, on continue à parler de reportages, de guerre. Nous sommes en guerre, c'est le cas de le dire. Après cette toute petite pause, à tout de suite. Et on vous donnera la parole 0826 300 300 pour témoigner, pour interroger et pour questionner. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à toutes vos équipes pour la radio du rugby, parce que grâce à vous, on peut suivre les matchs et c'est juste génial. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Anne-Laure Bonnel, ses films, ses grands reportages. Et justement, on était en train de nous raconter comment elle était arrivée au Donbass. Faire ce film, elle n'était pas prévue pour cela, elle était prévue pour les repérages, et puis elle l'a fait, elle le fait. Cette expérience de la guerre, cette expérience du terrain, Anne-Laure Bonnel, comment on le vit? Parce qu'on le découvre à un moment donné. Alors effectivement, je ne dis pas que vous étiez dans un cocon ouaté avant, mais ce que je veux dire, qu'est-ce que vous avez vu au Donbass? Qu'est-ce qui vous a frappé? Des choses que justement vous disiez hors antenne, il y a des choses qu'on filme, des choses qu'on ne filme pas. D'accord. Alors je précise juste avant de répondre à votre question, je suis partie peut-être avec une petite avance qui permet d'être moins surprise par le gros décalage d'une zone de guerre et de nos sociétés un peu ouatées, consuméristes, Netflix et compagnie. J'ai vécu en Afrique vers 10 ans, jusqu'à à peu près 13-14 ans, au Cameroun, à Douala. Et non pas que ce soit des zones violentes, mais c'est quand même déjà un dépaysement par rapport à notre mode de vie occidental, où vous allez voir tout un tas de choses auxquelles n'est pas habitué le Parisien ou le Français, c'est-à-dire des pendaisons dans la rue, des règlements de compte pour la charia ou autre en ethnie. Vous avez vu ça mais oui, mais c'est commun. Enfin, tous ceux qui ont vécu en Afrique l'ont vu. Je suis pas un cas isolé. Des gens brûlés vifs dans des pneus, etc. C'est banal. Non, pas consciable. Non, parce qu'on se rend pas compte. Moi, je oui. Alors je pensais que c'était des scènes de guerre spécifiques, mais c'était pas la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne. Mais c'est la vie quotidienne. Je vous dis pas que ça arrive tous les jours. Non. Mais ça arrive, tous les 2-3 mois. Vous savez, en Afrique, à l'époque, quand on vole un bœuf, c'est grave parce que c'est une famille entière, une ethnie entière que vous allez mettre en danger. Donc on ne rigole pas. Et quand vous avez des institutions qui sont plutôt affaiblies, ce qui est le cas pour certains pays d'Afrique, et c'était le cas à l'époque, pardon monsieur Biya, mais enfin pour le Cameroun, quand il n'y a pas les prisons nécessaires, la justice qui va avec, etc., eh bien on règle ses comptes soi-même. Il y a l'honneur, il y a la charia, etc., et les punitions peuvent être collectives dans la rue, et ça se voit. Et tous ceux qui ont vécu en Afrique vous le raconteront. Et donc vous l'avez vu, vous, et voilà. Donc vous n'étiez pas totalement, effectivement, j'étais pas dépaysée, non, voilà. Je n'étais pas très étonnée. J'étais étonnée, si. Alors, le premier étonnement, évidemment, avant d'en arriver à ce que j'ai pu voir, c'est le décalage entre nos modes de vie, ce que l'on voit et ce que l'on entend, ou ce que l'on lit de l'actualité et ce qui s'y passe. Et ça, maintenant, tous ceux qui reviennent du terrain vous le disent. C'est assez banal. Alors le décalage, non mais c'est intéressant parce que c'est important, parce que des millions de gens voient la guerre, heureusement pour eux, etc., à travers effectivement le prisme des médias ou des images ou des vols en continu ou des réseaux sociaux ou des... Oui, c'est une vraie question de dire heureusement, parce que je me demande si c'est nécessaire de voir la violence, mais on y reviendra. Absolument. Non, donc le décalage, vous l'avez senti fortement là, notamment au Donbass par exemple.
Oui, alors le Donbass, oui, il y a un décalage entre ce que l'on voit et ce que l'on nous montre, mais ça c'est le propre de toutes les guerres. Hein. Les guerres sont, alors bon, déjà elles sont barbares, elles sont tragiques, elles sont meurtrières, elles sont sanguinaires. Bon, c'est banal. Elles sont toutes le produit d'une guerre de l'information. Dans chaque camp, c'est banal. Donc évidemment que le terrain est nécessaire. Malheureusement, il est de moins en moins pratiqué, de moins en moins possible, mais il est vital si on vous laisse sortir vos images, ce qui est également de plus en plus difficile. Donc oui, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, au-delà de tout ce que je vous ai dit de très banal, hein, cette violence qui est inhérente à toutes les guerres et à toutes les époques, eh bien, donc viol, destruction, crimes de guerre, exactions, assassinats, services de renseignement, mensonges, brouillard de la guerre, qu'on n'a peut-être pas suffisamment raconté au grand public parce qu'il a l'air très étonné de se rendre compte que ce qui se passe en Ukraine, eh bien, c'est compliqué à comprendre, c'est terriblement banal. Hein. Je pense que tous les militaires vous le raconterez. Ce qui est plus amusant, enfin, si je peux me permettre, à raconter. Avec des guillemets, oui. Oui, c'est moi, ce que je peux vous dire qui est peut-être un peu plus original, c'est ce que j'ai vécu moi. Bien sûr, oui. Et non pas ce type de considérations qui sont malheureusement universelles et intemporelles. Bon, eh bien, c'est comment on peut arriver à survivre, par exemple, dans une zone de guerre, quand on part sans rédaction ou avec des rédactions très réduites. C'est le cas que beaucoup de journalistes qui ne sont pas embedded avec une armée ou un camp. Embedded, oui. Ils ne sont pas dans oui, c'est ça. Voilà, ils ne sont pas accompagnés, escortés ou au sein de tel ou tel régiment ou de telle armée. Oui, voilà, vont vivre, c'est la rencontre avec les fameux services de renseignement. Donc vous avez des gens qui se disent mais qu'est-ce que cette personne fait là ? Et ça c'est dans toutes les guerres, sur tous les continents. Hein, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas de votre nationalité, qui parle ou ne parle pas votre langue, parce que évidemment la langue n'est pas un critère pour être inquiété ou pas par des services de renseignement, eh bien vous êtes approché, vous pouvez être arrêté. Et moi j'ai été arrêté à plusieurs reprises, surtout en 2015. Donc là, ce qui est assez étonnant à vivre comme expérience hors du commun, c'est la gestion du stress. Je me souviens être avec ma traductrice, on est arrêté, on rentre dans un sous-sol donc d'une caverne une caserne de militaires à 300 mètres de la ligne de front à Pervomaïsk. Et là, immédiatement, vous allez avoir plusieurs tempéraments qui vont se mettre en place. Vous avez ceux qui pètent un plomb. Alors là, j'ai ma traductrice qui se met à pleurer, persuadée qu'on va mourir. D'ailleurs, elle avait peut-être pas tort, hein, on aurait pu mourir parce que tout le monde avait des kalachnikovs. Pourquoi on aurait pu mourir ? C'est que malheureusement, le moment où on est rentré dans cette... et je vous la fais courte, hein, parce que c'est une histoire longue. Quand on est rentré, on a été arrêté. Plusieurs personnes ont été abattues dans la zone où on était. Et évidemment, eh bien, on m'a suspecté d'être à l'origine, puisque j'étais la seule Française. Et donc, j'aurais pu donner la localisation à la ligne aux Ukrainiens en face. Et donc j'étais immédiatement suspectée, arrêtée, etc. Bon, moi, dans ces moments-là, et je m'en vante pas parce que vous savez, vous n'avez aucun mérite, c'est votre cerveau qui se met en mode actif et chacun réagit à sa manière. Vous restez très calme. Mais moi, je reste calme. Ouais. Voilà. Je me dis, alors si je pense à ma fille, hein, ça tout le temps, je me dis bon, écoute, là, tu es peut-être allé un peu trop loin. C'est peut-être la dernière fois, mais donc je reste calme. Mais là, vous allez assister à une débandade pas croyable. Celui qui pleure, le parano qui est persuadé que vous faites partie des services de renseignement, les militaires entre eux qui se contredisent. Alors, moi, je ne parle pas russe, mais je comprends un peu, les grandes lignes. Et puis, vous savez, le corps parle, les yeux parlent, etc. Donc, vous sentez que ça se dispute. On l'enferme pas, on la libère pas, etc. Heureusement, à cette époque-là, mon grand frère travaillait et collaborait pour Amnesty International. D'accord. Et Amnesty International a quelques défauts et beaucoup de qualités, mais comme tout le monde, ils ont des services des deux côtés. Ah ouais. Et donc là, je calme tout le monde parce qu'il y a quand même pas mal de morts et je leur dis mais écoutez, calmez-vous, un peu naïve à l'époque. Hein. Les personnes que vous recherchez, on va les retrouver, ça va être un échange de prisonniers classique.
On ne les a jamais retrouvés, ils ont été tués de 10 coups de Kalachnikov dans le dos. Ça a d'ailleurs fait la une des journaux et ça a été considéré par Amnesty. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque où je demande de passer l'appel. Et je leur dis, on appelle tout de suite Amnesty International, j'étais encore un peu naïve, et on va leur demander s'ils n'ont pas arrêté les personnes que vous recherchez pour faire un échange de prisonniers. Et donc, ils ont appelé... Ça a marché. Mais c'est comme ça que ça se passe, parce qu'il y a toujours des contacts avec le camp d'en face. Faut arrêter de croire que les gens ne font que se tirer dessus. Ils se parlent par services interposés, par ONG, etc. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Donc Amnesty a appelé les services de renseignement ukrainiens, le SBU. J'imagine, après, ce qui a dû se passer. Ils ont recherché les personnes, ils les ont pas retrouvées. Mais parce que j'avais gardé mon calme et que je regardais tout le monde dans les yeux, et fatalité, de toute façon, si on meurt, on meurt. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein ? De toute façon, j'allais pas sortir de ce truc-là. On était à je sais pas combien de mètres sous terre, donc il fallait bien attendre. Bien, ça les a peut-être, non pas rassurés, mais convaincus que j'avais rien à voir dans cette histoire. Et je suis sortie. Et quand je suis sortie, là, vous voyez, dans la vie, la chance... parfois peut être assez incroyable. Au moment où je sors, je traverse en voiture le dernier pont. Et croyez-moi, traverser une zone de guerre en voiture, c'est très compliqué, tout le monde vous le dira, parce qu'il y a des éclats partout. Et vous crevez, et c'est la galère, si vous n'êtes pas dans une voiture adaptée. On crève pas, on passe le pont, et paf, le pont se fait exploser. Juste après votre passage. Juste après mon passage. Quelqu'un vous protège, Anne-Laure Bonnel. Mais j'ai de la chance. On en reparle. Mais heureusement, comme ça, vous êtes là. Je préfère que vous soyez là. On en reparle tout de suite après cette petite pause. On continue de parler de grands reportages de guerre avec Anne-Laure Bonnel et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite, ne bougez pas. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Non, les carottes ne sont jamais cuites avec Anne-Laure Bonnel. Anne-Laure Bonnel qui nous raconte effectivement ce qu'on vit quand on vit sur le terrain. Le terrain, en l'occurrence, c'est le Donbass, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Mais vous avez parlé effectivement de ces moments où on est arrêté, on se demande ce qui va nous arriver. Vous avez parlé d'avoir du sang-froid, vous avez parlé d'amnistie. Mais la guerre, Anne-Laure, c'est-à-dire la guerre, vous avez été sur comme tous les reporters qui vont là-bas sur des scènes véritablement de guerre. Est-ce qu'on est harnaché, est-ce qu'on est protégé, est-ce qu'on a des casques, comment on s'équipe? Non mais tout aussi basiquement, on fait quoi? On a des guerres, il y a les mortiers, les canons, les avions peut-être, les bombardements. Ouais. Comment? Alors ça c'est compliqué, le plus difficile, enfin moi alors bon déjà ça dépend. On s'équipe pas toujours, ça c'est un mythe. Par exemple, moi, quand j'ai été dans le Haut-Karabakh, les gens n'avaient pas une thune. Le Haut-Karabakh, oui. Donc, on m'a pas mis de gilet de pare-balles, alors qu'il y avait sur le corridor de Latchine et à Chouchi, ou Choucha, ça dépend dans quel temps on se trouve, mais bon, voilà. Il y avait donc des snipers. Et bien là, quand vous partez comme je l'ai fait, c'est-à-dire avec une toute petite maison de production, vous n'étiez pas équipé du tout. Mais non, je vis comme la population. Gilet pare-balles. Non, mais vous savez pourquoi moi j'arrive à avoir des témoignages, pardonnez-moi, mais qui sont plus forts que les autres. C'est parce que je vis comme les gens sur place. Voilà. Alors parfois je suis obligée d'emporter parce que vous n'avez pas le choix. Quand vous avez d'autres journalistes, c'est une obligation. Et je l'ai vécu en 2022, mais la plupart du temps, moi, je pars avec un chauffeur, je vais voir les gens, et si j'arrive avec un gilet pare-balles et un casque, je me sens très mal à l'aise, parce que ces gens-là peuvent se prendre une balle dans la tête, et moi non. Et ça me dérange. Alors. Et pourtant, croyez-moi, je risque ma vie. Et vous partez avec un chauffeur, en général, et basta, c'est tout. Ah oui, je fais tout moi-même, moi. Voilà. Mais jamais mieux servi que par soi-même. Oui, je filme. Alors là, en 2022, j'ai filmé et j'avais pris un stagiaire aussi qui voulait absolument, un de mes étudiants que j'avais depuis 2-3 ans, qui voulait absolument partir avec moi en zone de guerre. On n'avait pas prévu que ça pète autant. J'ai l'accord de ses parents. Malheureusement, on arrive 5 jours avant le 24 février. Si j'avais su que ça aurait été aussi intense, je n'aurais pas pris de stagiaire. Mais ça, malheureusement, ça ne se prévoit pas.
Mais par exemple, au Haut-Karabakh, il y a eu énormément d'exactions qui ont été rapportées, notamment par Monsieur Buisson du Figaro Magazine, ou Tesson, qui est en ce moment très critiqué. Petite pensée pour lui. Ouais. Bon, eh bien, lui non plus ne part pas. Critiqué par n'importe quoi. Mais par n'importe quoi, ouais, on est bien d'accord. Mais voilà, quand on part là-bas, il pourrait vous le dire, eh bien, on n'a pas toutes ces gilets presse qu'on voit partout. Alors, la guerre. La guerre, ouais. Alors, c'est quoi la guerre ? C'est quoi la guerre ? La guerre, c'est des morts, mais c'est aussi des petites histoires, non pas marrantes, mais des histoires de vie que partagent les soldats. Et c'est important peut-être que le public les entende, parce que la guerre, c'est des civils qui meurent, mais c'est aussi des hommes, des jeunes qui se battent. Et ça, c'est pas assez représenté. Et d'ailleurs, je vais me permettre de faire une petite aparté avant de parler de moi. Vous savez, la guerre est très, très, très mal présentée dans les journaux télévisés. Elle est aseptisée, elle est limite joyeuse. Elle est c'est comme si les gens ne mouraient pas, ne perdaient pas de jambes, ne perdaient pas de bras, ne perdaient pas d'yeux. C'était sympa, on est content de se battre. Oui, les hommes sont motivés pour se battre. Mais n'oublions pas qu'il y a énormément de souffrance et c'est important de le rappeler. Parce que c'est très facile, et ce n'est pas de la critique de plateau, mais c'est simplement un constat de parler de guerre sur un plateau. Mais quand on voit tous ces jeunes, et moins jeunes maintenant, qui meurent ou qui sont blessés dans des souffrances que vous ne pouvez même pas considérer ni imaginer, on en parle peut-être avec un peu moins de légèreté. Passons, mais c'est important tout de même de rappeler que les images de guerre qui nous sont présentées n'ont aucune prise sur le réel et elles ne représentent en rien la guerre. Et si vous voulez savoir ce que c'est la guerre, vous achetez Autodix La Guerre. Il avait représenté Autodix, l'écrivain, journaliste. Ouais. 14-18, il a dessiné depuis les tranchées, parce que celui qui n'a pas fait la guerre ne peut pas parler de la guerre, mais ça c'est autre chose, c'est mon point de vue. Il a représenté les tranchées. Et bien, ce que j'ai vu dans le Haut-Karabakh, c'est très fidèle à ce qu'a représenté dans la guerre, Autodix. Ce ne sont que des dessins, il n'y a rien à lire. Je sais que on est dans une époque très feignante, donc pas d'inquiétude, vous n'aurez qu'à tourner les pages et vous en saurez un peu plus. Alors, vous dites effectivement les détails, etc. Vous êtes retrouvés, vous parlez de la souffrance, oui. Et vous avez raison. Et c'est vrai que quelquefois, et on parlera après des généraux de plateau et des gens qui sont de terrain, ça c'est encore autre chose, mais enfin tout est lié de toute façon. Mais au fond, vous avez quand même, comme tous les journalistes qui sont... On part, là, quand on est là-bas, on se dit quand même... Il y a une chance de mourir, il y a balle perdue, bombe perdue, etc. Vous posez la question ou pas du tout ? Oui, alors moi je me la pose avant de partir. Avant de partir. Et plus quand vous êtes là-bas. Est-ce que je pars ou pas ? À partir du moment où je prends une décision, je l'assume. D'accord. C'est un choix réfléchi, un choix, j'ai pesé le pour, le contre, donc j'assume mes responsabilités. D'accord. Et si vous voulez tout savoir, petite confusion. Oui, je veux tout savoir. J'ai toujours demandé aux gens qui sont autour de moi, si je perds mes jambes sur une mine, vous me mettez une balle dans la tête. Je ne veux pas revenir sur une chaise roulante. Voilà, ça c'est non mais c'est ça à quoi pense. Non mais vous voulez de la confidence de guerre. Non, mais qui a envie de revenir comme ça là ? Non, moi j'ai pas envie de revenir. Ah oui, vraiment, non, parce qu'il y a des gens... Vous savez, les vétérans... mais moi je suis pas vétéran, ça m'intéresse pas. Je veux continuer à mettre mes talons. Hors de question. Aux talons aiguilles. Voilà. Alors Bonnel, effectivement, vous revenez de Dakar, où il y a eu quoi ? C'était les assises du journalisme reportage, c'était quoi ? Oui, alors Dakar, c'était il y a peut-être 3 semaines, grand maximum. C'était les 50e... Donc un anniversaire, assise de la presse francophone, de l'Union de la presse francophone, qui regroupe donc, comme son nom l'indique, toute la presse francophone. Pourquoi vous y êtes allé, vous ? J'ai été invitée pour y intervenir. D'accord. Le sujet était le suivant: paix, médias et sécurité, donc un sujet qui m'anime et qui m'intéresse vivement. Et j'ai pu y évoquer ce que je considère comme utile pour notre travail qui est de plus en plus compliqué. À quoi peuvent encore servir les médias ? Quelles sont leurs responsabilités dans un monde qui est de plus en plus troublé, où malheureusement, le ciel se gâte et tout est encore possible. Le meilleur. Mais le pire aussi. Alors, donc la question s'est posée à l'ensemble de ces journalistes, et nous avons fait donc pendant 5 jours un colloque où chacun a pu s'exprimer sur ses préoccupations. Alors justement, de ce point de vue-là, une question que je vous pose, je ne sais pas si vous l'avez évoqué dans ce colloque à Dakar.
pourquoi y a-t-il, et c'est une question posée ici, que posait mon collaborateur Esteban, pourquoi y a-t-il de moins en moins de journalistes sur le terrain? Je dis pas qu'il n'y en a pas, ce serait imbécile et heureusement faux, mais pourquoi y en a-t-il de moins en moins? Pourquoi les médias, tous médias confondus, papier, écran, hertzien ou pas, envoient de moins en moins de journalistes sur le terrain? Parce que je ne dis pas que le terrain dit tout, mais enfin, le terrain dit quand même une bonne partie de la réalité. C'est le moins qu'on puisse dire. Joker. Ah bon? Il y a plusieurs hypothèses. Oui, enfin moi j'ai les miennes. Mon avis très personnel. Oui. Si je vous interroge, c'est votre avis. On traverse une période. Ben oui, mais là, bon, eh bien écoutez, oui, je vais vous dire ce que je pense. Ouais. On traverse un moment extrêmement critique. Mondial. Aujourd'hui, celui qui part sur une zone de guerre et qui part vraiment, c'est-à-dire qui ne reste pas à 30, 40, 50, 60 km de la ligne de front ou qui ne récupère pas que les images tournées par les services de renseignement des pays, ce qui se fait, hein, vous voyez, vous lisez la petite légende remise par le tic-tac-tac, je ne citerai personne, ne revient pas indemne et peut-être un peu moins vindicatif dans ses témoignages. D'une part, donc pour ce qui concerne la guerre, c'est aussi une guerre de l'information, une guerre cognitive pratiquée par tous les pays, je dis bien tous les pays. Les reporters peuvent déranger. De deux, on y met un peu moins d'argent, on est dans ce que j'appelle le putaclic, hein, ce que tout le monde pratique aujourd'hui avec des titres putassiers et un vide sidéral. Voilà, donc ce qui compte c'est l'argent et comprendre le réel, ils s'en moquent totalement. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour envoyer des gens sur le terrain. On envoie des gens sur le terrain, mais on les envoie pas sur le bon terrain. Pardonnez-moi, là je vais encore me faire gronder. Si, il y en a plein, regardez, on les voit, on les voit de loin, ne serait-ce qu'à Gaza, mais ils sont sur des routes, est-ce qu'ils sont rentrés? Le terrain, c'est le terrain, c'est pas à 20 km. J'appelle du terrain ce que vous venez de dire, Anne-Laure Bonnel, le front. Est-ce qu'on envoie Personne ne veut y aller. Des gens au front? Alors non, tout le monde aime faire des selfies avec le brassard presse et le petit casque bleu, ça ils adorent. Mais aller sur le front, il y en a très peu qui ont, pardonnez-moi, l'envie et le courage d'y aller. Ou alors ils demandent des sommes que les rédactions ne peuvent pas suivre et ça coûte très cher. Moi, je fais tout toute seule, André. J'ai ma caméra, j'ai mon micro, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je ne coûte pas d'argent, hein, ce qui ne me simplifie pas la tâche parce que c'est pas pour autant que je suis davantage embauchée, au contraire. Mais ça coûte très cher. Alors entre cette guerre de l'information, la sécurité, les assurances qui coûtent de plus en plus cher, et puis soyons francs, moi j'en connais très peu, j'en connais des journalistes, mais il y en a très peu qui vont sur le terrain. Il y en a très très peu, à part le Sommier, qui est d'ailleurs pour le coup critiqué. Aujourd'hui, j'en vois pas sur le terrain. La plupart, je les vois. Boudou, l'amant de TF1, quand même, non? Oui, elle s'approche pas mal. Elle s'approche pas mal. Voilà. Pardonnez-moi, c'est pas une critique, d'ailleurs. Vous dites, en tout cas, il y en a pas beaucoup. Ouais, soyons clairs. Par contre, il y a beaucoup de photographes. Viguerie, James Natry. Eux font un boulot merveilleux, mais personne n'en parle. Regardez les photos de James Natry ou de Viguerie. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Extraordinaire. On va continuer d'en parler. On a beaucoup de personnes qui nous appellent et qui ont des questions à vous poser, ou en tout cas à intervenir, Anne-Laure Bonnel, après cette petite pause. On prendra vos appels après cette courte page de réclame, comme on le disait à l'époque. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Anne-Laure Bonnel, la grande reporter, et nous sommes avec Julien qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour André, bonjour Anne-Laure. Je voulais vous féliciter parce que le travail que vous avez fait sur vos reportages sur le Donbass, on sent que vous êtes touché par ce qui se passait là-bas. Et la question c'est, est-ce que vous comprenez pourquoi vous avez été ostracisé? De même que Régis Le Sommier, comme vous avez dit, même un temps, ils ont Boudoul parce qu'ils ont montré une face de la guerre qui n'est pas dans le discours pas dominant, de propagande, mais dominant du sens qu'on doit comprendre de cette guerre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser par nous-mêmes. Et on nous donne un récit qu'on doit penser si on regarde Elfie, tout ça. Est-ce que vous comprenez
ce besoin de justement, vous dites qu'il n'y a plus de journalistes sur le terrain parce qu'ils vont voir des choses et du coup ils vont revenir avec un autre avis. Et voilà, est-ce que vous comprenez ça? Anne-Laure Bonnel. Bonjour Julien, merci de votre question. Micro. Bonjour Julien, merci de votre message et question. Alors, je ne comprends pas tout. En revanche, je vais vous dire 2-3 choses. Je pense que les personnes que vous avez citées, et bon, je vais m'y inclure, on va revenir. Et vous savez pourquoi on va revenir? Parce qu'en France, on a quand même une force. On a eu des gens extraordinaires dans tout ce brouhaha qui ont continué coûte que coûte, et c'est les seuls dans l'Union européenne à essayer de faire entendre leur voix. Je pense à Monsieur Lelouch qui a été très critiqué, Monsieur Villepin, Monsieur Gomard, Chevancy, Gérard Haraud, etc. Donc il y a eu du discours critique. Todd, bon, voilà. Mais ça c'est autre chose, c'est les essayistes. Ça. C'est les essayistes. Et donc petit à petit, pourquoi les journalistes ont été ostracisés? D'une part, parce que je pense que beaucoup de la presse dite non pas qualitative, mais enfin, je ne citerai pas. Oui, n'a rien compris à ce qui se passait parce qu'elle n'a pas le recul historique nécessaire, a été empoisonné, intoxiqué par les émotions. Or, il faut faire abstraction des émotions, à oublier que les guerres ont toujours essemé l'histoire de l'humanité et ont choisi un camp. Or, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Mais étant habitués à vivre dans un certain confort, ils ont oublié les bases de leur métier. Mais ça va changer. Il faut rester optimiste. Merci beaucoup, Julien, pour votre appel. Bonne journée. Merci Julien. On accueille Jean-François qui nous appelle depuis Valence. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour, merci. Merci de prendre mon appel. Et merci à Anne-Laure Bonnel pour le travail d'éclairage qu'elle nous apporte et de prendre tous ces risques. Moi, c'est un petit peu la même question que le précédent auditeur. C'est-à-dire que je voulais savoir à partir de quel moment vous avez senti que votre récit dans les médias mainstream, on va dire, ne passait plus. Quel est l'élément qui, selon vous, a expliqué que votre récit de la réalité de la guerre civile et puis de la guerre en Ukraine après ne passe pas, n'a pas passé et vous sentiez que vous ne pouvez plus vous exprimer sur les médias principaux, quoi? Alors c'est très difficile de répondre simplement. Déjà bonjour, merci de votre question. De répondre simplement à cette question. On se rend compte que c'est tous les domaines qui sont touchés par le malheur du clivage et du binaire. Enki Bilal en a très justement parlé cette semaine. Aujourd'hui, avoir une pensée complexe, ça devient quasi impossible. Et tout le monde est touché. Alors, moi, j'ai été durement frappée, c'est vrai, mais je ne suis pas la seule. Alors, il y a des questions à se poser auxquelles je ne peux pas répondre. Pourquoi la société en est arrivée à être aussi peu complexe et à oublier la nuance, la distanciation et l'intelligence, et l'esprit critique? Ça, c'est une vraie question. Ok, merci. Et est-ce que je pourrais juste poser une petite question complémentaire? C'est pourquoi vous sentez que dans chaque conflit, il y a besoin d'avoir le camp du bien et le camp du mal? Alors, c'est une question un peu fondamentale. Non, mais c'est la pensée binaire, ça, Jean-François. C'est la continuation, par d'autres moyens. Ça, c'est la pression de... écoutez, là, avant, on ne l'avait pas. Si vous prenez Albert Londres, c'est la noblesse du journalisme, aujourd'hui, il est adulé. Sachez qu'il a été détesté à son époque. Détesté parce qu'il n'était pas dans la pensée binaire. Rappelons comment Zola, qui était journaliste au moment de l'affaire Dreyfus, s'est fait haïr. Il a enquêté sur Dreyfus, s'est fait haïr en disant mais comment vous rapportez ces conneries, quoi. Et maintenant on applaudit. Vous voyez, donc demain ça tournera. Les gens ont besoin d'un oui ou d'un non, ça les rassure. Il faut que ce soit bien ou mal, il faut que ce soit noir ou blanc. Il faut que chacun se pose sa question parce que tout le monde a sa part de responsabilité, y compris le public, en adhérant à ces thèses simplistes. C'est ce qu'on appelle l'unijambisme mental. Voilà. Hélas. Alors Bonnel, avant, parce que nous arrivons hélas à la fin de cette émission, mais on vous fera revenir parce que beaucoup de choses à raconter. Vous avez parlé de beaucoup de choses dans ce qui se passe dans la guerre, mais vous avez omis quelque chose dont vous avez parlé
hors antenne les morpions. Ah oui, quand même. Alors, c'est grave, ça. Oui, c'est grave. Les morpions, c'est grave. Oui, parce que ça rend également hommage aux soldats. On parle pas assez des soldats, on parle des généraux, etc., etc. Mais les soldats, moi, je leur voue un profond respect, et dans chaque camp. Donc un soir, j'avais pas dormi pendant 72 heures parce que quand vous travaillez là-dedans, eh bien. C'était au Donbass, ça. Ouais, c'était au Donbass. Ouais. Et là, 72 heures, je commence à être fatiguée après une moult café, et je m'endors dans comment on appelle ça là, une couche, un duvet de soldats dans une caserne, parce que je suis bloquée dans une zone. Et toute la nuit, paraît-il, il y a des alarmes et des gens qui courent. Quand je me réveille, je fais face à des gens hallucinés qui me demandent si je n'ai rien entendu. Il y avait eu pendant toute la nuit des sirènes qui ont retenti dans toute la caserne que je n'ai absolument pas entendu, et j'ai dormi donc dans un duvet rempli de morpions, pardon. Donc, vous voyez, à un moment donné, certains vous disent mais comment vous faites, la peur ou pas peur? Comme une. Ah mais écoutez, totale, quand je vous dis que c'était une ambiance folle, c'est que tout le monde est sorti avec des armes. Il y a eu je ne sais pas combien de morts 20 mètres au-dessus de ma tête, et le matin je me suis réveillée. J'avais envie d'un café que je n'ai pas demandé, évidemment, par politesse. Et là, un jeune soldat qui avait survécu m'a servi un café dans une chaussette. C'est comme ça qu'on fait le café quand on n'a plus de filtre. Et là, on m'a raconté ce qui s'était passé dans la nuit, que grâce à mes 72 heures d'absence de sommeil, je n'avais pas entendu, et j'étais la seule à dormir ce soir de graves combats à 300 mètres de la ligne de front. Et même les morpions ne vous ont pas... Eh ben, les morpions, je me suis lavé en rentrant, mon cher André. Quelle belle fin, quelle belle fin. Alors, où est-ce qu'on peut voir, là je dis pour les auditeurs et pour nos amis de Sud Radio, où est-ce qu'on peut voir vos films? Alors, tous mes films sont gratuits depuis toujours en accès libre sur ma page YouTube, qui est à mon nom, Anne-Laure Bonnel. Sur votre page YouTube, Anne-Laure Bonnel. Voilà, oui. Je travaille avec Libre Média, donc là vous avez des interviews que je donne pour essayer à mon niveau d'imposer du débat. Et voilà, donc après vous avez des sites payants, mais vu que je les ai détournés parce que j'adore l'accès libre, eh ben tout est gratos sur ma chaîne. Si vous fouillez, vous trouverez tout. Ben voilà. Anne-Laure Bonnel. Anne-Laure Bonnel, YouTube. Merci. Et puis écoutez, à la prochaine fois, et à votre prochain terrain, à vos prochaines guerres. Merci de m'avoir invité. Merci André. Merci beaucoup Anne-Laure Bonnel d'avoir été avec nous. Et puis je rappelle que vous aussi, vous pouvez nous voir sur YouTube, sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes presque 900 000 à nous suivre, et on vous remercie chaque jour de plus en plus. André Berkoff, vous revenez demain entre midi et 14h. Et puis tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio, comme tous les jours. À demain. De Marseille à Bordeaux, de Montpellier à Paris ou à Toulouse, Sud Radio, Parlons Vrai arrive dans le joyau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai.